Alors, bonjour à tous et à toutes. Si vous venez de vous joindre à nous, alors officiellement bienvenue. Si c'est une poursuite que vous faites avec nous, bien rebonjour. On est très heureux de vous avoir avec nous pour cette suite sur Frontenac. Alors, comme vous le savez, on a cet après-midi le privilège de recevoir la romancière historique Micheline Baye qui va dans le cours d'un entretien avec la journaliste Anne-Josée Cameron, expliquer un petit peu le processus comme romancière biographique, romancière historique, comment elle a travaillé un personnage aussi énigmatique, je pense, on peut le dire, que Frontenac. Quelqu'un qui, comme on en a eu la démonstration tout à l'heure, n'a pas hésité à mousser un peu sa propre réputation. Alors, comment, comme romancière historique, elle a travaillé ce matériau-là? Alors, c'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Micheline Baye et Anne-Josée Cameron. Alors, bienvenue à cette rencontre avec la romancière Micheline Baye. Elle vient nous présenter Frontenac, œuvre en 2 tomes. Tout d'abord, La Tourmente, parue en 2008, et L'Embellie en 2011. Bien sûr, cette rencontre, elle est présentée dans le cadre des Rendez-vous d'histoire de Québec et plus particulièrement dans le cadre de cette journée consacrée à Frontenac, dont 2022 souligne le 400e anniversaire de naissance. Quelques mots sur notre invitée. Micheline Baye est bachelière en histoire. Elle a eu une longue carrière dans le réseau de la santé et des services sociaux. Mais je ne pense pas me tromper en disant que son véritable amour est toujours resté l'histoire, un amour qui ne l'a jamais quitté puisqu'elle a publié de nombreux romans historiques, dont L'Esclave, son tout premier, qui s'était vendu à près de 30 000 exemplaires, et puis ce fameux Frontenac dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vous prie à nouveau, petite main d'applaudissement pour cette œuvre colossale dont on va parler au cours des prochaines minutes. Bonjour Micheline Baye. Alors dites-moi, parlez-nous tout d'abord de la genèse du projet. Comment vous en êtes venue à cet intérêt pour Frontenac? Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas Frontenac lui-même, mais c'était la Grande Paix de Montréal de 1701. Et en fouillant ça, je me suis rendu compte que ce qui avait amené ça, c'était beaucoup l'intervention de Frontenac. Alors, je me suis dit, bon, comment concilier tout ça, comment y arriver? Et c'est là que j'ai commencé à me documenter sur la question. C'était pas évident non plus. Il y avait beaucoup de documentation. Moi, j'ai un bac en histoire seulement. Je ne dis pas une historienne brevetée patentée, là, mais je suis plus une romancière historique. Hein? Et je me disais comment rendre compte de tout cela, comment rendre ça intéressant pour le lecteur sans le lasser avec trop d'informations historiques. C'était pas évident non plus. Donc, j'ai travaillé ça pendant plusieurs années, juste côté documentation, parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et puis Frontenac, c'est pas n'importe qui. Vous avez vu ce matin qui c'était le personnage, là. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de retentissement, c'est un monsieur qui a quand même joué un rôle important dans l'histoire de la Nouvelle-France. Hein? Et c'est un peu son intervention à lui qui a fait qu'en 1701, on a pu négocier la Grande Paix de Montréal. Donc, c'était ça. Donc, à partir de ce personnage-là, vous nous préparez à ce qui va être par la suite la Grande Paix de Montréal, mais vous choisissez de commencer votre roman avec le deuxième mandat de Frontenac, parce qu'il sera 2 fois en Nouvelle-France. Pourquoi précisément à partir de 1990, plutôt que lors de son premier mandat? Parce qu'il faut se limiter aussi, hein, déjà. Là, juste dans la deuxième partie, là, c'est ça que ça a donné. Là, hein? Je me suis dit, là, je ne vais quand même pas faire un roman fleuve de 10 pages. Là. J'ai commencé au début avec sa deuxième administration en 1690. En 1690. 89, de 89 jusqu'à sa mort en 1698. Et déjà, là, il s'est passé toute une batterie d'événements. 1000 pages pour 9 ans. Alors, vous ne disiez pas trop de détails, mais on en apprend beaucoup. Oui, parce que c'est une période qui est très intéressante. Hein? Parce que vous savez que 1689, là, c'est le massacre de la Chine. Hein? On a appris ça, nous autres, en histoire, le massacre de la Chine. Vous vous souvenez de ça? Moi, je me souviens de ça. Quelle horreur! Les Iroquois, c'est des monstres. Moi, j'étais horrifiée. Et après ça, mais quand on se met à lire l'histoire, on comprend qu'il y avait des intérêts sous-jacents et que c'était les Anglais, dans le sud, des 12 colonies, qui avaient poussé les Iroquois à attaquer la Nouvelle-France, hein, parce qu'ils ont été les premiers à apprendre ce qui se passait en Europe à ce moment-là. Alors, ils ont armé les Iroquois, ils leur ont dit, on s'occupe des femmes, des enfants, allez attaquer les gens de Nouvelle-France, parce que de toute façon, comment dire, c'était souvent par Iroquois interposés que les Anglais du Sud se battaient à cette époque-là. Hein? Alors, c'est comme ça que ça a commencé.
Et si on revient à Frontenac, lorsque le roman commence, il revient de peine et de misère à rentrer en grâce et à venir revenir en Nouvelle-France. Mais comment s'était passé son premier passage en Nouvelle-France? Bien, je pense qu'il y a un historien qui en a très bien parlé ce matin. Là. Je ne voudrais pas revenir là-dessus, mais il s'est fait, écoutez, son premier passage, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il s'est, je ne sais pas, mais les sulpiciens, les jésuites, l'évêque, les marchands, à un moment donné, Louis XIV, j'imagine, plutôt, disons qu'il en avait ras-le-bol de ce Frontenac-là, s'est décidé à le ramener, à le rappeler en Nouvelle-France. Et c'est un peu comme ça que ça s'est passé à ce moment-là. Mais après ça, un peu plus tard, mais plusieurs années plus tard, Frontenac a été renvoyé parce que c'était la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et à ce moment-là, le roi avait besoin comment ça s'appelait? Pas Iberville, celui qui était là, qui était en poste, là. Oui, Denonville. Denonville. Juste avant. Alors, le roi avait besoin de Denonville. Alors, il l'a rappelé, puis il a renvoyé le vieux Frontenac, qui devait faire l'affaire à ce moment-là. Donc, il est revenu en 1689 et jusqu'en 1698, la date de sa mort. Donc, pendant toutes ces années-là, c'est lui qui a organisé un peu comment dire, qui a fait beaucoup, finalement, pour faire connaître un peu au roi la réalité de ce que vivait la Nouvelle-France à ce moment-là, qui a aidé les Canadiens à se reprendre en main parce qu'après le massacre de la Chine, c'était la désolation. Les gens pensaient rentrer chez eux. Hein. Il y en a plusieurs qui pensaient reprendre le bateau dans l'autre sens et rentrer en France parce que c'était quand même, c'était terrifiant ce qui se passait là. Vous savez que les Iroquois là, attaquaient à chaque printemps, massacraient tout ce qui bougeait entre Montréal et Trois-Rivières. Hein. Ils brûlaient les maisons, ils massacraient les populations ou en amenaient plusieurs prisonniers. Mais c'était assez dur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et chaque printemps, les Iroquois réapparaissaient en Nouvelle-France, puis semaient la terreur. Donc, il fallait qu'il se passe de quoi. Et Frontenac, quand il est arrivé, il a dit, on va mettre sur pied des commandos à l'indienne, comme faisaient les Indiens, c'est-à-dire des petits commandos qui attaquaient par surprise, qui massacraient puis qui disparaissaient. C'est comme ça que les Autochtones fonctionnaient. Il s'est dit, on va faire la même chose. Ensuite, il s'est organisé pour que ces Indiens, tous ces alliés, parce qu'il y avait tous les Indiens christianisés qui vivaient près de Montréal, Québec, Trois-Rivières, tous ces alliés et tous les autres Indiens des Grands Lacs et les Abénakis, il s'est organisé pour que ces tribus-là attaquent les Iroquois. Donc, et puis après ça, vous savez qu'en 1690, ils en ont parlé avec beaucoup d'éloquence ce matin, les deux historiens. En 1690, c'est Phipps qui a attaqué Québec. C'est un de ses faits d'armes. C'est l'un des faits d'armes de... Oui, un des faits d'armes de Frontenac. Tout à fait, de Frontenac. Oui, mais il a été beaucoup aidé, évidemment, par la température. Hein. C'est l'hiver qui s'installait dans le détroit de Québec. Donc, les puritains ont compris vite qu'ils avaient intérêt à lever le camp et rentrer chez eux avant qu'il soit trop tard. Mais quand même, ils sont battus. Ils sont battus à l'indienne. Ils ont tenu tête aux puritains pendant 7 jours, jusqu'à ce qu'ils décident de rentrer chez eux. Donc, c'est ça. Mais dans votre roman, on voit comment la chance aussi tient à peu de choses. Parce que si Phipps avait attaqué un peu plus tôt, il aurait sans doute remporté le siège de Québec. Mais 3 jours plus tard, les Alliés avaient eu le temps d'arriver. Et là, c'était une toute autre question. Absolument. La chance a joué beaucoup. La chance, c'est que l'hiver s'installait dans le détroit de Québec. Hein? Alors, les puritains se sont dit, si on ne veut pas rester coincés là, on a intérêt à rentrer chez nous au plus coupant. Là. Alors, c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Mais la chance a joué beaucoup. Mais en même temps, les Canadiens étaient très motivés, prêts à se défendre. Les communautés religieuses, il y a des curés qui ont décidé d'aller se battre. Il y a des jeunes prêtres qui sont allés se battre. La population était vraiment très motivée pour sauver, évidemment, ce qu'il y avait à sauver. Là. Vous avez consacré plusieurs années de votre vie à Frontenac, donc roman historique en 2 tomes, 1000 pages, énormément d'informations. Et pourtant, j'arrivais pas à dire si vous aimiez Frontenac ou pas. Bien, écoutez, au début, là, je l'aimais pas.
Je l'aimais pas, parce que je me disais, c'est un vieux schnock, ça. Un vieux schnock de la cour de Louis XIV. Je sais pas, moi, ce que je vais faire avec ça. Alors, je l'avais... Puis je venais de lire le livre de William McCall, qui l'a débâtissé, mais bien sur un temps riche. Hein? Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce bonhomme-là? J'étais paniquée, j'avoue. Et là, mon compagnon a commencé à lire ça. Il m'a dit, pauvre Micheline, c'est écrit comme ça. Il n'y a pas un lecteur qui va s'attacher à ce personnage-là. Il faut que tu lui donnes une chance, que tu développes d'autres aspects du personnage. Alors, j'ai commencé à lire davantage. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste des défauts, il y avait des qualités, le bonhomme. Hein? Ça a beau être un vieux schnock, là. Il a quand même fait des bonnes choses là, pour la Nouvelle-France. Et les gens étaient un peu, comment dire, ils dépendaient un peu de lui parce que là, comme je vous disais, après le massacre de la Chine, puis d'autres, le massacre de la Chine, puis ça continuait là, régulièrement, les gens commençaient à se dire, qu'est-ce qu'on fait? On s'en retourne en France, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, lui, il a dit, OK, on va mettre sur pied, comme je disais tantôt, des techniques de guerre à l'amérindienne. Il a mobilisé tous ses alliés. Il leur a dit, vous attaquez les 5 nations iroquoises, parce qu'on sait que les 5 nations iroquoises étaient poussées par les Anglais dans le Sud. Alors, vous savez que les colonies anglaises, là, les 12 colonies à cette époque-là, se sont battues contre la Nouvelle-France par Iroquois interposés. Hein, vous savez ça. Les nations autochtones se retrouvaient en tampon toujours. Oui, c'était toujours un tampon. Et c'est elle qui accusait le coup, hein, qui perdait des hommes, alors que les Anglais les poussaient. Ils leur disaient, allez vous battre, on s'occupe de vos femmes et vos enfants. Et c'est les Iroquois qui allaient. D'ailleurs, vous mentionnez ce rôle des Iroquois, mais vous mentionnez souvent dans le roman la sagesse politique, l'intelligence politique des Premières Nations. Oui. Puis je dirais une chose aussi, c'est que si on est encore capable de se parler français aujourd'hui, c'est parce que les Autochtones nous ont aidés. Toutes ces colonies-là nous ont aidés à subsister jusqu'en 1760, là, autour de ces années-là, juste un petit peu avant le 57-58, la guerre de 7 ans. Alors, ils nous ont énormément aidés. Moi, j'ai découvert ça. Je me disais, n'eût été de ces Autochtones-là, qu'est-ce qu'on serait devenus? On aurait disparu bien avant l'heure. En tout cas, on parlerait peut-être anglais tout le monde aujourd'hui, je ne sais pas. Mais c'est vrai. Alors, ils avaient une intelligence politique très, très développée et ils jouaient les Français contre les Anglais dans le Sud. Ils nous jouaient toujours les uns les autres. Des fois, ils signaient un traité de paix avec la Nouvelle-France, puis un autre avec la Nouvelle-Angleterre, puis ni vu ni connu, puis ils jouaient sur 2 tableaux tout le temps. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient coincés entre 2 puissances qui avaient décidé de s'installer sur leur terre, au fond. Là, hein? Alors, c'était un jeu. Puis c'était un jeu de survie. C'était la survie pure et simple. Des fois, moi, je regardais ça, je trouve que dans les cours d'histoire au Québec, là, on présente ça comme une histoire consensuelle. On dirait, je ne sais pas trop, alors que moi, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu que c'était une lutte de vie et de mort. Autant la Nouvelle-France était là pour tenter de continuer à exister ou être obligé de reprendre le bateau et repartir en France. Et même les Anglais dans le Sud, puis les Autochtones aussi, qui étaient coincés entre ces 2 puissances-là, qui étaient en train d'envahir leur territoire d'une certaine façon. Hein. Alors, c'était une lutte assez opiniâtre. Hein? Comment? Parce que vous avez dit, bon, je ne voulais pas que ce soit un livre avec trop d'informations. J'ai décidé, de faire un roman historique. Mais sincèrement, si vous l'avez lu dans la salle ou si vous considérez le lire, les informations sont incroyables. C'est une chronique d'une époque, véritablement, que ce roman. Oui. Et pourquoi décider d'en faire un roman plutôt qu'un doctorat? Parce que, sincèrement, la somme de travail qu'on retrouve, la façon dont il est brodé, ce roman, il y a toutes les recherches pratiquement d'un doctorat. Ah oui, j'ai mis au moins 12 ans à faire ça. Au fond, je considère que c'est mon doctorat, là. Mais bon, je ne l'ai pas fait dans cet esprit-là. D'abord, je ne suis pas une historienne, moi. J'ai fait un bac en histoire, ce qui ne fait pas de moi une historienne. On les entend, les historiens, c'est pas ça. C'est des doctorats, puis c'est des écrits, puis c'est des recherches pendant plusieurs années. Mais je suis une romancière historique, par exemple. Ça, c'est clair. Alors, c'est ça qui m'intéressait, moi. Alors, voilà, c'est un peu pour cette raison-là que... Tant et si bien que le début du roman, vous faites une petite mise à niveau pour les lecteurs. Parce que je dois vous avouer que moi-même, au départ, j'ai eu mon petit cours 101, juste, ne serait-ce que sur les nations autochtones qui s'affrontaient, les noms qui étaient associés. Donc, vous avez eu besoin de ça. Pourquoi est-ce que c'est une histoire qu'on ne connaît pas? C'est une vaste question, mais...
Ben, je sais pas. Moi, pourquoi on connaît pas ça? Hein? On a fait des cours d'histoire au secondaire, pour la plupart. Hein? C'est vrai qu'on savait pas grand-chose. Tout ce qu'on savait de Frontenac, c'était « Je vous répondrai par la bouche de mes canons et à coups de fusil. Pointe à la ligne. » Ça allait pas plus loin que ça, des fois. Hein? Et c'était pas une histoire facile non plus. Puis, c'est complexe, l'histoire. C'est extrêmement complexe. Hein? Moi, j'ai trouvé ça complexe. Puis j'ai découvert plein de choses en même temps. Comme, je vais faire un saut dans le temps, là, mais... comment dire, Madame de Frontenac, là, Anne de la Grange-Trianon, là, bien, écoutez, on nous a jamais dit, mais c'était peut-être une lesbienne, hein? Ça, c'est choquant. Nos historiens qui étaient des religieux ne pouvaient pas nous dire ça. Ils nous ont jamais écrit ça. Hein? Moi, j'ai découvert ça en lisant d'autres textes, je sais pas, comme Benedetta Craveri, par exemple. C'est pas une historienne, c'est une spécialiste en littérature, etc. Bon. Et elle nous raconte que Madame Frontenac était restée en France. Frontenac s'est séparé. Ils nous ont jamais dit ça, nous autres, en histoire, qui étaient séparés. Et on l'a présenté peut-être comme un célibataire. Je ne sais pas qui c'était, ce bonhomme-là. Mais il était séparé et elle vivait avec une autre femme en France. Une femme avec qui elle a vécu presque 30-40 ans. Donc, on ne nous disait pas ces choses-là. On ne savait pas trop. C'est ça. Là, on a plein d'informations et toutes ces informations-là, vous avez pris le soin de les étayer en fin de livre. Oui. Donc, si on veut aller chercher les références, tout est là. Oui. Oui, ça, je vais vous dire, celle qui m'a appris ça, c'est Françoise Chandernagor dans L'Allée du Roi. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui ont lu ça, ce roman historique-là, L'Allée du Roi. Ce sont les mémoires imaginaires de Madame de Maintenon. Vous savez que Madame de Maintenon est devenue reine de France, c'est-à-dire sans une reine secrète. Louis XIV l'a épousée, Madame de Maintenon. Hein? Alors, il y en a qui l'appelaient Madame de Maintenon, mais elle est restée très longtemps puisqu'elle a épousé Louis XIV. Justement, où commence le travail de romancier quand on part de faits historiques? Bien, il commence quand il faut faire vivre le personnage, que si tu veux. Je ne peux pas dire Frontenac est entré dans la pièce où l'attendaient ses officiers, mais là, je ne peux pas vous le décrire. Je ne sais pas de quoi il a l'air. Ils ne me l'ont jamais dit. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu lui donnes une allure, un physique, une voix, des émotions, des sentiments, que tu veux l'incarner, le rendre vivant. C'est ça qu'il faut faire. C'est là que ça commence, enfin. Donc, ça veut dire qu'il faut tout recréer. Tu sais, il y en a qui s'imaginent, c'est un roman historique, c'est facile. Au fond, déjà, elle a tout son scénario, elle a juste à broder là-dessus, mais c'est pas vrai. C'est bien plus difficile qu'un roman, parce que là, il faut tout inventer. Il faut inventer les dialogues, les personnages, le contexte. Il faut tout inventer, là. Tu peux pas parler de quelqu'un du 17e siècle comme tu parles de quelqu'un au 20e siècle, 21e siècle. C'est bien de valeur, mais il y a une maudite différence que c'est là. Alors, il faut que tu saches comment les mettre en scène, il faut que tu te documentes. Moi, je dis qu'il faut quasiment se documenter autant qu'un historien. Même si... Par exemple, vous recréez les échanges épistolaires de Frontenac et de sa femme, donc oui. à laquelle il est resté très, très attaché toute sa vie. Oui. Mais il n'y en a plus de lettres. Il n'y en a plus de lettres. Non, il n'y en a pas. Je les ai cherchées. Même en France, je ne sais pas s'il y en a. Moi, je ne suis pas allée jusque-là, là, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, j'ai refait une lettre que Anne de la Grange-Trianon envoyait à son mari, Frontenac, parce que vous savez que c'est lui qui la soutenait financièrement, tout ça, puis il était toujours en lien avec elle. Et il y a un historien qui le disait très bien ce matin, c'est que cette dame-là aussi, comment dire, elle prenait sa part devant le roi. Elle l'aidait dans toutes ses démarches. Donc, c'est ça un peu qui s'est passé, là. Et comment se fait-il qu'il soit resté aussi proche? Est-ce qu'on le sait? Parce que même si... vous allez le découvrir, ou peut-être qu'on en a parlé plus tôt. En tout cas, le Frontenac que vous nous décrivez était un peu aigriard. Il était un bon vivant. Et malheureusement, la fidélité l'a séparé, son manque de fidélité l'a séparé de sa femme, disons-le comme ça. Oui. Mais ils sont restés très proches quand même toute leur vie, même si c'est de façon épistolaire. Oui, parce qu'elle disait que jamais elle ne le tromperait, mais pour une bonne raison, c'est qu'elle était probablement lesbienne. Hein, ça. Puis il n'y a pas un religieux qui nous a dit ça ici, parce que souvent, les historiens étaient des religieux, hein, ça se disait pas là. Mais moi, j'ai découvert ça après, chez Benedetta Craveri. C'est une femme qui a écrit sur le 17e siècle et qui raconte ce qui se passait dans le milieu des précieuses, dans le milieu... Et c'était une précieuse, Madame Anne de la Grange-Trianon, on l'appelait la divine, c'était une belle femme, tout ça. Bon. Et elle vivait avec Madame d'Outrelès, qui était probablement sa maîtresse. Hein, c'est ça qu'on a compris. Mais bon, mais ça, ils ne nous disent pas ça. Évidemment, les historiens... Là, Et pourquoi avoir justement décidé de faire une sexualité pleine de vitalité à Frontenac?
Bien, parce que, comme le disait un historien ce matin, c'était un homme affamant, pas affamé, mais affamé, là, c'est. Et lui, il aimait les femmes. Donc, il y a eu Anne de la Grange-Trianon qui était restée en France, dont il était resté proche, semble-t-il. Je pense que moi, j'ai supposé qu'il l'aimait encore. Hein? Je suis une romancière, là. J'ai supposé qu'il est encore attaché à elle à distance. Et effectivement, il lui envoyait régulièrement de l'argent, il l'aidait. Puis elle l'aidait à sa façon à la cour aussi. Hein? Alors, donc, c'était quand même, comment dire... Est-ce que c'est vrai qu'il avait folâtré avec la Montespan? Ben, on est dans l'anecdote. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. C'est qu'il aurait folâtré avec la maîtresse de Louis XIV, Madame de Montespan, et que Louis XIV n'aurait pas aimé cela, évidemment, et qu'il s'en serait peut-être débarrassé en l'envoyant en Nouvelle-France. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce sont des racontants? Je ne le sais pas. Mais moi, j'ai vu ça quelque part. Je disais, c'est intéressant, ça. En tout cas, c'est romanesque. C'est ça qu'on découvre hein, quand on fait du roman historique. On découvre toutes sortes de choses comme ça que les historiens ne nous disent pas tout le temps. Puis que ne nous disent pas les documents, parce que les documents, là, ils sont Vous lisez entre les un peu plates des fois. Hein? Ils sont un peu plates dans le sens qu'ils ne nous donnent pas de détails sur les individus, sur les personnages. Fait qu'il faut tout inventer ça, il faut tout recréer ça. Hein? Il y a beaucoup d'humour aussi dans certains passages. Oui. De vos romans. Il y a des moments où je me suis mise à rire. Pourtant, le livre est très sérieux, mais c'est fait très, très finement. Le travail d'écriture aussi, vous avez trouvé une langue appropriée à ce 17e siècle. Est-ce que ça a été de nombreuses heures de travail, trouver le ton juste? C'est quelque chose de très difficile. Non, parce que j'ai lu pas les confessions de Frontenac, comment ça s'appelle? Les correspondances? La correspondance, excusez-moi, la correspondance de Frontenac, j'ai lu ça. Et j'ai lu beaucoup de choses sur l'époque aussi. Puis on dirait que je me suis imprégnée de ce langage-là. Je ne sais pas, c'est un peu ça qui a joué, là. Mais effectivement, c'est une belle langue. Et Frontenac, c'est un lettré, ce bonhomme-là. Hein? D'ailleurs, il y avait un historien qui parlait de son beau-frère, M. de Montmort, qui a été parmi les fondateurs de l'Académie des sciences, l'Académie des lettres de Paris. Hein? Donc, c'est un monsieur qui était proche des milieux intellectuels. C'est un intellectuel, ce bonhomme-là, au fond. Tout à fait, c'est ce que vous montrez, un épris des arts, épris de littérature, de poésie. Oui, en 1694, il a fait jouer une pièce de théâtre, c'était Nicomède de Corneille. Alors, au Château Saint-Louis, il faut le faire quand même, avec des femmes qui ont joué les rôles féminins, ce qui ne se faisait pas en Nouvelle-France au Horreur. C'était des gars qui jouaient les rôles des femmes. Lui, il l'a fait. C'est lui qui a entraîné les comédiennes en même temps. Donc, c'est un monsieur qui avait un peu de culot. Là. Il y avait beaucoup de... Vous ressuscitez une époque avec Frontenac. On va rencontrer les personnages importants, Calière, Vaudreuil, plusieurs d'entre eux. Entre autres, il y avait aussi cette animosité pour Iberville. Pourquoi détestait-il Iberville à ce point? Jalousie? Pierre Lemoine d'Iberville, c'est de la jalousie. C'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, c'était de la jalousie parce que Iberville avait avait l'oreille de Louis XIV. Hein? C'était un bel homme. C'était un homme qui plaisait beaucoup aux femmes et que Louis XIV envoyait régulièrement au pays pour qu'il aille se battre du côté des Anglais. Et d'après Frontenac, il manquait son coup à chaque fois. Il ne comprenait pas pourquoi le roi le tenait toujours en odeur de sainteté. Il était jaloux un peu de cet homme-là. Puis au fond, Frontenac, il considérait peut-être que lui, c'est un vieil aristocrate en fin de vie, au fond. Hein, il est mort, il n'est pas mort si vieux que ça. Et il avait l'impression qu'on n'y avait jamais rendu justice, ce monsieur-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il avait raison? Bien, c'est-à-dire, il avait raison. Il était en fin de vie. Il aurait aimé ça retourner en France. Il aurait aimé ça que le roi lui donne une commission pour qu'il revienne en France. Et ça ne se faisait pas. Louis XIV ne l'écoutait pas beaucoup. Alors, il rêvait de retourner chez lui. Et j'imagine qu'il en avait ras-le-bol de la Nouvelle-France. On peut comprendre à cette époque-là. Hein? Même s'il était très attaché, c'était une vie qui était difficile. Oui. Toujours en guerre, combattre le froid, l'éloignement de la capitale, de la France. Oui. Vous ressuscitez bien des gens et aussi beaucoup de stratèges des Premières Nations, dont Condiaronc, dont vous allez parler. Pouvez-vous nous en dire plus un peu?
Pardon? Pouvez-vous nous en dire plus un Condiaronc. peu sur ce personnage de Condiaronc? Bien, il y a Condiaronc, puis il y a Téganisorène aussi. Condiaronc, c'était le grand chef Huron, puis Téganisorène, c'était un grand chef Onontagué. Donc, c'est des beaux personnages, ça. C'est des... Comme Condiaronc, bon, beau personnage, entendons-nous, c'est un monsieur qui était un peu difficile à suivre, qui jouait des fois sur 2 tableaux, qui jouait les Français contre les Anglais. Mais en même temps, ces gens-là étaient coincés en deux grandes puissances, la Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'était pas évident pour eux, là. Donc, ils étaient obligés de jouer souvent sur 2 tableaux. Mais Condiaronc, c'est quelqu'un, d'ailleurs, qui s'est rendu jusqu'à la Grande Paix de Montréal de 1701, qui est mort là, qui est décédé là-bas parce qu'il a attrapé une grippe qui courait. Là. Vous savez que les Autochtones n'étaient pas très protégés contre ces virus-là. Là. Mais Condiaronc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup comment dire, qui était très respecté dans le monde autochtone. Et Téganisorène aussi. Là. Téganisorène, c'est un autre grand personnage. Comment dire, c'était un diplomate autochtone, onontagué, hein, qui, j'espère que je ne me trompe pas, là, vous me reprendrez si je me trompe, messieurs les historiens, j'imagine. Alors, c'était donc un personnage qui avait beaucoup de poids dans les 5 nations iroquoises, ce monsieur-là, Téganisorène. Et Frontenac insistait toujours pour l'avoir dans ses négociations. Quand il tendait la main aux Autochtones, il voulait toujours que Téganisorène soit là. Et le Schiller ou l'autre, là, comment il s'appelait, je ne me souviens pas de son nom. Hein. Schiller, oui, à Albanie, là, oui, du côté anglophone. Albanie, eux autres aussi insistaient toujours pour avoir Téganisorène. C'était un très bon négociateur. Donc, c'était des gens, étonnamment, là, même que les Jésuites le reconnaissent dans leurs livres, ces gens-là qui sortaient des bois, au fond, hein, qui n'avaient pas la scolarité des Européens, bien, ils s'exprimaient pratiquement comme des tribuns. Sénateurs romains. C'est pas compliqué. Ils l'ont dit souvent. Les Jésuites, ils étaient très impressionnés par la verve et par la qualité du discours de ces gens-là. Vous parliez là, de ces stratèges autochtones et vous dites, messieurs les historiens, vous me corrigerez. Est-ce que c'est une position inconfortable que celle de romancière historique? Tout à fait. C'est très délicat. C'est très délicat. Parce qu'on marche toujours sur un fil. Hein? Parce que là, il faut introduire des notions historiques, mais sans qu'il y en ait trop pour pas en faire un traité d'histoire. Je ne suis pas une historienne, moi, là. J'ai juste un bac en histoire. Je ne suis pas une historienne. Et il faut aussi romancer, faire de la fiction pour mettre de la chair sur les textes, là, pour faire vivre les personnages. Donc, il faut toujours que... C'est un équilibre extrêmement instable et j'avoue que je me suis souvent rongé les ongles et que j'ai paniqué. Moi, j'ai paniqué au début quand j'ai vu l'ampleur de ce que ça représentait. Je me disais, pauvre folle, dans quoi tu t'embarques, là? Après ça, je me suis dit, mais non, c'est intéressant, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Prends ton temps, respire par le nez, t'es capable, ça prendra le temps que ça prendra. Et j'y suis arrivée quand même parce que, regardez, là, 1100 pages, ces 2 tomes-là, là. J'ai travaillé très fort là-dessus. Pas besoin d'insister là-dessus, mais ça a été quelque chose. Alors, oui. Mais on recrée véritablement un univers. Moi, j'ai eu un cours, avec cette lecture-là, j'ai un cours sur les 8 années du 2e mandat de Frontenac. J'ai appris énormément des noms, justement, du côté des Premières Nations que je ne connaissais pas, des hommes politiques importants. J'ai aussi, ce que j'ai aimé, c'est que vous allez aussi du côté de la Nouvelle-Angleterre ou des 12 colonies. Oui. Donc, vous allez mentionner les gouverneurs, comment ça se passait du côté d'Albanie, qui était un des points forts avec New York et Boston de ce qui se passait de l'autre côté. Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que tout au long des 1100 pages, en filigrane, vous portez quand même un regard intéressant sur la condition de la femme à l'époque. Oui. Et il y a des petits jugements, il y a de l'humour aussi, là, parce que vous dénoncez pas, mais on voit bien le machisme de l'époque. Par exemple, quand Frontenac est persuadé qu'une femme, c'est gentil et c'est beau, mais il ne faut pas être trop, faut pas lui en demander trop pour l'intelligence. Là. Mais il y a aussi, là où j'ai été surprise, c'est de faire le lien aussi où cette période où Frontenac est au pouvoir à partir de 1690 est à peu près la même période où il va y avoir Salem, où il va y avoir les procès de Salem. 1692, le procès les sorcières de Salem. Et il va y avoir une tentation de fustiger les femmes qui étaient un peu trop libertines. Ici, vous en parlez avec les Sulpiciens. J'en parle aussi. Mais ça s'est pas fait en Nouvelle-France, hein, il faut le dire. Là. C'était à Salem, juste à côté, mais quand même. Et oui, c'est une époque assez particulière, ça. Là. Mais il y a cet épisode dans votre roman qui m'a vraiment étonnée, où Frontenac apprend qu'à Montréal, il y a des religieux
qui donne la bastonnade ou presque à des femmes qui ont osé aller danser. Qui ont osé danser, même avec leur mari. Hein? Même avec leur mari. Donc, c'est incroyable. C'est qui raconte ça, je ne me souviens pas qui, mais j'ai vraiment fouillé cette question-là. Et il s'est choqué à un moment donné, puis il est allé rencontrer ces religieux-là pour leur dire que ça suffisait, que c'est pas comme ça qu'on traitait les femmes. Mais peut-être j'en ai fait un masculiniste avant l'heure, là, je ne sais pas trop. Mais bon, quand même, il y avait des choses qui toléraient. Il y a quelque chose qui m'intrigue parce que lorsque le roman commence, bon, la Chine, le massacre de la Chine vient d'arriver. Oui. On parle des invasions constantes. Hein, c'était une guerre d'escarmouches. On voulait pas laisser de répit aux colons, en fait. C'était ça. Non. Et pourtant, Frontenac, dans ce que vous décrivez, il a toujours cru à une paix possible avec les Iroquois. Oui. Pourquoi? Personne n'y croyait sauf lui. Personne n'y croyait sauf lui, c'est vrai. Il y a toujours eu une politique de la main tendue aux Iroquois, même si effectivement, à chaque printemps, plusieurs canons... Les Iroquois s'abattaient sur l'île de Montréal et massacraient à peu près tout ce qui bougeait entre Montréal et Trois-Rivières. Hein. Tous ces petits villages-là étaient attaqués par les Iroquois. On mettait le feu aux maisons, on brûlait les récoltes, on tuait les gens ou on les amenait prisonniers. Ça s'est fait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient poussés par les Anglais. Vous savez, les Anglais des 12 colonies sont battus longtemps par Iroquois interposés contre la Nouvelle-France. Hein? C'est comme ça qu'ils fonctionnaient. Donc, ça a commencé en 1689. Il y a un historien qui le disait très bien ce matin. Je ne me souviens plus lequel. J'en ai écouté deux. M. Goyer, peut-être, qui disait que à cette époque-là, les Iroquois avaient été envoyés en Nouvelle-France pour attaquer la Nouvelle-France. Et les 12 tribus du Sud, anglaises, avaient dit « On s'occupe de vos femmes et de vos enfants, on les nourrit. Allez vous battre contre les Français. » Ça s'est passé comme ça à ce moment-là. Et pourtant, il croyait. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait croire à Frontenac qu'il y avait une paix possible dans le contexte de violence? C'est une bonne question. Je ne saurais pas quoi répondre à ça. Je sais juste une chose, c'est que Frontenac a toujours tenu à ce que tous ses alliés, les alliés christianisés qui vivaient près des Montréal, Québec, Trois-Rivières, et tous les autres alliés, les Hurons, les Illinois, les Outaouais, les Nipissings, plus à l'est, il a toujours tenu à ce que tous ces alliés-là se tiennent ensemble et il voulait une paix avec les 5 nations iroquoises et la Nouvelle-France. Une paix générale. Et ça s'est réalisé en 1701. Hein? La Grande Paix de Montréal de 1701, dont parlait un historien ce matin, c'est très important, ce phénomène-là. Et moi, je peux vous dire que c'est ça qui m'intéressait, moi, dans toute cette histoire-là. C'était pas Frontenac lui-même, parce qu'au début, là, sincèrement, quand j'ai commencé à lire sur lui, je l'haïssais, le bonhomme. Je suis un vieux schnock, ça, un vieil aristocrate, imbu de lui-même, qui se prend pour un autre, qui est cupide, hein? Mais plus j'ai lu sur le sujet, plus je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait aussi simple que ça, là. Alors, la Grande Paix de Montréal de 1701, en tout cas, moi, c'est ça qui m'impressionnait fortement. Sans être une spécialiste de ça, je me disais, hey, on a réussi quelque chose. C'est un creuset dans lequel notre identité québécoise s'est développée, nous autres, là. Tu sais, quand on vient nous traiter d'anticulturalistes ou je sais pas quoi aujourd'hui, je regarde ça, là, on est les premiers à avoir établi des relations politiques, économiques, militaires avec les Autochtones, ce que n'ont pas fait les Anglais ni les Hollandais dans le Sud. Fait que je me dis, hey, c'est quelque chose d'important, cette grande paix-là de 1701. Et c'est ça qui m'intéressait. Puis après ça, j'ai compris que le fil directeur de tout ça, ça pouvait être Frontenac. Parce que lui, il avait été là jusqu'en 1698, là, au moment de sa mort, et c'est Calière qui a continué son travail puis a réalisé ça en 1701. Mais Frontenac, je trouve qu'il a posé les jalons de cette paix-là, en ayant tout le temps, ce que vous dites, en ayant tout le temps en tête d'avoir une paix générale avec tous ses alliés autochtones et les 5 nations iroquoises. Pourquoi? Pour maintenir les tribus anglaises à l'est des Appalaches le plus longtemps possible. Tout un aria, je peux vous le dire, parce que là, pendant de 1689 à 1701, pendant toutes ces années-là, là, ça a été des guerres presque sans arrêt. Hein? Puis après ça, il y a tout une quantité de personnages historiques là-dedans. Là. Chacun, à lui seul, pourrait faire l'objet d'un nouveau roman historique.
historique. Ah, il y a tous les noms des stations de métro de Montréal qui apparaissent. Oui, c'est ça, ils sont tous là. comme le baron de Saint-Castin puis ses Abénakis, c'est-tu intéressant? Ça ferait un mot du bon roman historique, ça aussi, là. Hein? Fait que tous ces personnages... Monseigneur de Saint-Vallier, c'est tout un oiseau, ça aussi. Ça, c'est presque le pendant de Frontenac. Il avait l'air à taper sur les C'est un autre schnock à sa façon, autant... celui-là. C'est un vieux schnock, celui-là. À sa façon aussi, Saint-Vallier. Alors, tu sais, c'est ça, je me disais, il y a de la matière là-dedans. C'est des personnages romanesques. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. C'est des personnages controversés. Tout à fait controversés, romanesques. Le baron de la Hontan, c'est un autre oiseau rare, ça aussi. Ils ont tous... Pierre Lemoine d'Iberville, tu sais, ça fourmille de personnages hors du commun, là, notre histoire. C'est pas banal. Puis il y a toutes sortes d'événements bizarres, comme la querelle des prie-dieux? Non, des prie-dieux. La querelle des prie-dieux à Montréal. Calière, qui était le gouvernement de Montréal, a eu le malheur de s'agenouiller sur le prie-dieu de Frontenac. Frontenac n'était pas là, mais Monseigneur de Saint-Vallier était là. Il a dit non, pas de droit là. Ôtez-vous, c'est pas vous, c'est au gouverneur. Il dit c'est moi qui représente le gouverneur quand il n'est pas là. Non, vous sortez de là. Non, je ne sors pas de là. Bref, c'est comme ça tout le temps. Ils sont terribles. Mais probablement que ça prenait des caractères hors normes pour venir en Nouvelle-France. Absolument. Comme tous ces jeunes de famille, tous ces benjamins de famille qui venaient ici, là, ben, s'ils avaient un peu de charisme, les gouverneurs les envoyaient chez les Autochtones pour qu'ils apprennent la langue, qu'ils deviennent des diplomates, des interprètes. C'était une époque héroïque, c'est pas pour rien. En tout cas, moi, je trouvais ça Quand vous racontez, quand les Français vont attaquer les Iroquois là, dans une des dernières missions, Frontenac a à peu près 74 ans, et il va faire un chemin, mais c'est impossible, là. C'est titanesque, ils vont monter... C'est un chemin qui est inimaginable. Et à 74 ans, 75 ans, il va faire cette campagne-là avec ces hommes, 2500 hommes qui vont partir attaquer. Oui. Ils partent avec 2000, il y a un historien qui le disait ce matin, 2000 hommes, ils remontent l'Outaouais, Cataraqui, puis là, ils traversent... là, il n'y a pas d'autoroute, là. Lac Ontario, il n'y a pas d'autoroute, hein? Puis là, il y a 2000 hommes avec des bateaux plats, des chevaux là-dessus, toutes sortes d'affaires, là. Bon, puis ils s'en vont attaquer Onontague. Fait que moi, je ne savais pas quoi faire avec ça, sincèrement. Je disais que je vais faire avec ça, moi, les militaires, tout ça. Et j'ai trouvé un traité d'histoire dont j'oublie le nom, je m'excuse, mais c'est un Québécois qui a fait ça, sur la guerre de 1693, de 1696. Alors là, j'étais sortie du bois, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire, tellement passionnant, tout ça, là. C'est une époque héroïque. C'est une époque fabuleuse. Moi, là, j'avoue que j'ai appris des choses, là. Écoutez, moi, l'impression que ça, c'est mon doctorat. C'est pas compliqué, c'est ça, mon doctorat. Moi, j'ai pas fait de doctorat à l'université, hein. Mais j'ai fait ça toute seule avec mon chum. Mon chum, il me disait, ça, c'est pourri, fais attention, là. Votre micro. Il disait, regarde, là, tu fais redescendre l'Outaouais alors que ça remonte. Micheline. OK, d'accord, OK. Mais là, je me redocumentais. Je disais, il a raison. Lui, il a une bonne formation en histoire. Mais bon, alors, j'estime là, que c'était passionnant. C'est une époque passionnante. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce projet-là que vous avez mené à terme? Ce qui m'a le plus touché, moi, c'est les réactions des lecteurs. C'est les réactions des lecteurs qui m'ont le plus touché. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est-à-dire, oui, je sais pourquoi. On écrit tous pour être lus. Hein? C'est pas vrai. Ceux qui me disent qu'ils n'écrivent pas pour être lus, je n'y crois pas. C'est pas vrai, ça. On veut être lus. Et quand quelqu'un nous lit et dit, écoutez, j'ai adoré ça, là, je ne savais pas que ça, mon Dieu. Écoutez, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Je me souviens d'une dame, une jeune femme qui m'envoie un courriel. Elle me dit, écoutez, mon père de 94 ans, il a commencé à lire votre Frontenac. Là, il ne dérougeait plus, il est là-dedans tout le temps. Il était déprimé, il ne bougeait plus, il ne parlait plus. Il est tout le temps là-dedans. Puis elle dit, écoutez, là, il me dit, quand est-ce qu'elle va faire le tome 2, qu'elle écrive avant que je meure? Je la m'envoie ça. Elle dit, tabernache, il faut que je me grouille, là. Fait que là, j'ai réussi à le sortir, le tome 2, avant qu'il meure. Il l'a lu. Puis là, quand il est arrivé à la fin du tome 2, puis il demande à sa fille, il va-tu mourir, Frontenac? Elle dit, oui, il meurt dans le... Oh non! Elle dit, oui, mais ça continue après, ça continue. Ah, ben je vais continuer d'abord. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est encourageant. Une autre femme qui me dit, écoutez, moi, je ne savais pas que nos ancêtres avaient été aussi combatifs, qui s'étaient battus comme ça, et ça me donne tellement de fierté de mes origines que je vous remercie. Bernard, c'est quelque chose, ça. Il y a un autre monsieur, justement, au Salon du Livre de Québec, où j'allais, lancer mon deuxième tome, là. Il me dit, vous êtes notre Maurice Druon québécois.
Ah ben là, j'ai failli tomber à terre. Je l'ai embrassé même. J'ai dit, coudonc. Et là, il dit, écoutez, on a appris tellement de choses, c'est passionnant. Moi, je sais très bien, je n'ai ni le talent, ni la plume, ni la culture de Maurice Druon, mais j'ai fait mon possible. Et effectivement, je pense que ça fait partie de notre histoire. Il y a bien des choses à apprendre là-dedans. Oui, de redécouvrir, c'est vrai, la force, la combativité. On dit déjà les Canadiens ici, hein, on fait toujours une différence entre les Français et les Canadiens. Je ne sais pas si c'est d'époque ou si le terme a été vraiment utilisé à ce moment-là, mais on voit bien que ce sont des natifs, donc qui sont nés en terre du Canada. Tout à fait, tout à fait. Et je dois vous dire que Mme Micheline Baye, elle est très modeste parce que la recherche, elle est assez incroyable. On apprend énormément de détails. Les descriptions, par exemple, quand vous décrivez le dégel du fleuve ça vous a frappé, au printemps, c'est épique. Elle a vraiment une plume formidable qui reconstitue l'histoire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle dit qu'elle n'est pas historienne, mais c'est certainement quelqu'un qui est porté par l'amour de l'histoire et on le sent dans toutes les lignes. Les descriptions sont fabuleuses. Vous avez fait prendre vie à cette période-là. Maintenant, on ira lire les petites notes en bas de page, mais je pense que vous êtes un peu trop humble. C'est un travail assez formidable qui est là. Allez lire la section notes de l'auteur, hein, parce que là, à chaque fois, je dis, voilà, ça, c'est avéré. Ce sont des faits historiques. Ça, c'est fictif, c'est moi qui l'ai inventé. Mais je l'ai inventé en m'inspirant d'un tel. Fait que là, non, mais il me semble que c'est plus... Il me semble que c'est rendre justice au lecteur, parce que souvent, les lecteurs... Oh, excusez-moi. Alors, c'est de rendre justice au lecteur, parce que souvent, les lecteurs vont dire, oh, mais le roman historique, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ce qui est vrai, qui n'est pas vrai. Bien là, on le sait, qu'est-ce qui est vrai, que ce n'est pas vrai. Pour chaque chapitre des 2 tomes, je dis toujours, ça, c'est avéré, c'est l'histoire. C'était l'historien qui le dit, et ça, c'est moi qui l'ai imaginé. J'ai imaginé la scène. Comme j'ai imaginé des scènes, par exemple, entre Calière, qui est le gouverneur de Montréal, et Frontenac, qui est le gouverneur du pays, là, où ils se confrontent sur la politique à adopter avec les Iroquois. Hein? Parce que Frontenac, il voulait toujours développer une politique de main tendue avec les Iroquois. Même s'ils massacraient à chaque année, il disait, on va y arriver, on va les embarquer, on va les amener dans notre chaîne d'alliance. Et Calière, il ne croyait pas. Il avait l'impression que Frontenac se faisait berner, se faisait leurrer. Et remarquez que Calière a quand même réussi à convaincre Frontenac d'attaquer en 1693 puis en 1696 les Aignies et les Onontagués. Pardon? Et pourtant, finalement, Calière a aussi été influencé par Frontenac puisqu'il a signé la paix il a fini parce que finalement, c'est lui qui l'a réglé, la Grande Paix de Montréal de 1701. Et ça, c'est un phénomène unique. Ça, moi, c'est ça qui m'a impressionné, la Grande Paix de Montréal de 1701, parce que c'était, c'était une entente de collaboration dans laquelle la Nouvelle-France était juge et partie des conflits entre toutes les communautés autochtones. Hein? On venait porter le problème devant Frontenac, après ça, c'était devant Calière, mais c'est eux qui jouaient un rôle de pacificateur et de négociateur. Ça, c'est du jamais vu, hein? Parce que, c'est la première fois qu'un colonisateur, plutôt que de massacrer ou de réduire à sa merci les gens ses ennemis, il pactisait. Je pense que ça, c'est un phénomène unique pour la Nouvelle-France. On ne l'a jamais fait, ça. Micheline Baye, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre passion. Merci. Merci.